Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est avec Melvin, un entrepreneur qui habite à Bali, que j'ai rencontré depuis peu. Comment tu vas, Melvin? Ça va bien et toi Yanis? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on va aborder des sujets qui me tenaient à cœur d'aborder avec toi parce que, mine de rien, t'as quel âge aujourd'hui? Oh non, c'est secret. T'as 23 ans parce qu'on a fait ta fête d'anniversaire il y a une semaine. Quel enculé. T'as 23 ans et t'as fait pas mal de choses parce que t'habites à Bali. T'as une entreprise, on va dire, comment t'appellerais ça? Ouais. Tu m'as fait ça comment? Bon, une entreprise, c'est très bien pour que les gens puissent voir un petit peu le personnage, mais surtout, tu as des points de vue très intéressants sur la vie de façon générale. Et moi, déjà, la première chose qui m'a marqué, une chose que tu m'as dit et que j'ai retenue, et qui s'est confirmée par les choses que j'ai vues par la suite, c'est ta philosophie, et dis-moi si je me trompe, c'est la vie agit pour toi et non contre toi. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, tu sais que dès qu'il y a un truc qui va leur arriver, ils vont se dire « Ah, c'est encore moi, pas de chance, nanana, c'est toujours à moi que ça arrive, etc. » Là où avec ta philosophie, en fait, dès que quelque chose nous arrive, ce serait plutôt « Ah ah, c'est une opportunité finalement pour évoluer, en fait, ça va m'amener à quelque chose de positif. » C'est une question du coup. Tu peux développer, vas-y, par là-dessus. Du coup, c'est pas ma philosophie, mais c'est celle qui m'a été aidée par une coach que j'ai eue pendant un moment. Et c'est d'essayer de comprendre que tout ce qui t'arrive est dans ton intérêt ou qu'il y a quelque chose de bien dans ce qui t'arrive et de ne pas essayer de se concentrer sur en quoi c'est mal ou en quoi. C'est un exercice très très compliqué à faire. Ouais. Qui est beaucoup plus compliqué, mais c'est juste se dire, en fait, tout est fait pour moi et quand il t'arrive un événement, essayer de se dire, bah voilà, en fait, en quoi est-ce que cet événement est cool, en quoi est-ce qu'il va m'aider, en quoi est-ce que je peux en faire quelque chose de bien. Ouais, c'est un peu ça. Et cette philosophie, genre, est-ce que tu y crois à 100%? Est-ce que genre il y a vraiment un truc qui est fait au-dessus de nous et qui nous pousse dans des événements qui sont faits pour nous servir? Ou c'est plus un truc de développement personnel où tu sais que en fait en pensant comme ça va optimiser ton bonheur parce que dans les moments difficiles, tu vas avoir le bon mode de pensée? Non, alors je pense pas que c'est un truc surnaturel. Je pense que c'est que tu décides de réagir à ce qui t'arrive en fonction de ton opinion et ta perception des choses. Et du coup, in fine, pour faire l'exemple, il y avait un gars que j'aimais bien, que j'avais invité pour cette fête, et qui n'a pas pu venir. Et Ok. il y en avait deux en fait. Il y en avait un qui n'a pas pu venir parce qu'il était super malade, donc lui ça allait. Ça c'est normal, c'est super pas bien. Ça allait. Parfait. Et l'autre il m'a dit en mode j'ai trop de travail. Ok. Et du coup là tu pourrais te dire, réaction A c'est un enculé. Dans quel monde Enfin moi j'aime vraiment pas les gens qui disent qu'ils ont trop de travail. Enfin, c'est toujours un mensonge, tu vois. Ça peut pas être vrai. Ça peut que être leur perception de leur travail, tu vois. Enfin, ils ont choisi de pas venir parce qu'ils en ont pas envie ou etc. Ouais. Le problème c'est qu'il m'avait dit oui plusieurs fois avant. Et du coup, moi j'avais acheté de la nourriture pour inclure cette personne, etc. Et du coup, j'étais en mode ouais, t'en excuses de t'as trop de travail, c'est juste t'as pas envie ou t'as d'autres choses à faire et que t'as pas priorisé ça, mais fondamentalement tu pourrais venir, tu vois, y a pas de problème. Et du coup là tu peux décider de t'énerver et de se dire que c'est un enculé ou de se dire c'est super, maintenant je sais que ce gars-là, bah je partirai toujours du principe qu'il sera pas là, tu vois. Il y a pas, je ferai jamais, j'ai appris un truc aujourd'hui et c'est top, tu vois. Du coup tu prends ça cool et au lieu de t'énerver contre lui et de te dire que c'est un enculé pendant 2 jours, ou le prendre personnellement, tu te dis, bah voilà, maintenant c'est lui, et puis moi j'ai appris un truc sur lui, et dans le futur je pourrais faire les choses de. Je pourrais savoir cette information en plus, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, du coup, quand t'as eu l'information, ça t'a vénère, genre t'étais en mode putain déçu quoi. Non, c'est juste. Toi, t'as vu, j'étais en mode stratégique, je n'organise pas souvent des trucs. Ouais. Et, Ah ouais, le truc de l'armée quoi. Ok, vous venez à telle heure avec un petit design et tout, c'était fou. voilà, il fallait un truc de l'armée, et j'étais en mode. Les autres années, j'étais pas à l'aise sur le fait de. C'est moi qui ai investi dans ma propre fête, tu vois. Ouais.
C'est-à-dire que je viens utiliser mes ressources, mon temps, mon énergie pour faire un truc cool. Ouais. Du coup, je demande aux gens d'être là. Et en fait, c'est juste que si tu dis que tu es là et qu'en plus je te relance 3 fois pour reconfirmer, parce que je suis quand même pas, je vais pas quand même dire je t'envoie un message. Et si tu me dis que tu es là et 2 heures avant tu m'envoies un message, et bah, je le prends mal dans le sens, bah maintenant j'ai déjà acheté mes trucs à bouffer, j'ai déjà compté mes calculs, etc. Ouais. Et donc c'est juste là tu peux le prendre mal et être énervé pendant une soirée et puis le lendemain ruminer sur l'histoire ou te dire ok c'est fine, cette personne-là. Elle est comme ça, et tant mieux pour elle, et puis il n'y a pas de souci, tu vois. Et moi, justement, là, depuis, très bon exemple, hein, et depuis, j'ai repris un petit peu ce mode de pensée-là, parce que je l'ai trouvé intéressant quand tu me l'as dit. Et après, j'ai vu d'autres choses qui l'ont confirmé. Et en fait, c'est un entraînement de chaque seconde, parce que dès qu'il y a un truc qui va t'arriver, tu vas développer la capacité de chercher des choses positives dans ce qui t'arrive. Là où avant, tu aurais peut-être ruminé, tu te serais dit, fais chier, c'est toujours moi, nanana, et tu aurais repensé à des événements passés négatifs qui sont en lien avec ces événements-là. Là, plutôt, ton cerveau, il va changer de mode de pensée, il va se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a de positif dans la situation, qu'est-ce que je peux en tirer? Et du coup, ça m'est arrivé plein de fois, et ça fait le lien avec, je ne sais pas si tu connais les niveaux de vibration de Hawkins, Ça, c'est le schéma. avec les couleurs là. Ça, je suis pas fan. Ah, t'es pas fan de ce schéma-là? Non, parce que toutes les personnes qui en parlent, c'est des gourous, et j'ai jamais trouvé un. J'ai jamais vraiment creusé le sujet, mais en tout cas, chaque fois que je l'ai vu, je me suis dit que c'était quelque chose qui m'attirait pas. Alors c'est intéressant parce que moi, au contraire, j'ai trouvé ça hyper pertinent dans le sens où ça simplifie quelque chose de très complexe pour que n'importe qui puisse s'en servir. C'est-à-dire que quand tu es dans des émotions comme la colère, la jalousie et toutes ces choses-là, en fait, c'est toi que ça rend malheureux. Souvent, on se dit, bah, la colère, la jalousie, c'est des émotions qui sont à l'encontre de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est des émotions qui sont dans ton cerveau et qui te rendent malheureux toi. Et donc, plus tu développes... T'as peur pour le micro, c'est ça? Non. Plus tu développes et nourris ces émotions, plus tu vas être malheureux. Et en fait, ce schéma-là, il te montre que tu peux monter en niveau de conscience, mais tu peux appeler ça comme tu veux, c'est très pragmatique en fait, je trouve. Tu peux monter et changer tes émotions. Typiquement, moi, il y a peut-être 1 an, j'étais tout le temps dans la colère. Et en fait, tu as un truc de renforcement neuronal qui s'applique, c'est-à-dire que plus tu actives certaines zones de ton cerveau, comme la colère, plus ça sera simple d'être en colère et d'activer la colère, en plus que tu en aies pris l'habitude. Et donc si tu te dis, ok, mon but en fait maintenant, c'est pas d'avoir le plus d'argent, admettons, mais c'est d'être le plus haut possible sur cette échelle de valeur qui est, tu vois, c'est un peu comme 10 000, 100 000 euros. C'est évident que 100 000 c'est mieux que 10 000. Cette échelle-là, elle est pour te montrer que ces émotions-là sont mieux pour toi que ces émotions-là. Ah oui, ok. Et donc ton but, c'est d'aller chercher à chaque fois des paliers d'émotions supérieurs et d'être toujours le plus possible dans les émotions qui sont les plus hautes possibles. Et en fait, ça fait le lien parce que, pourquoi? Parce que quand tu es dans des émotions très hautes comme la joie, la paix, etc., c'est dans ces émotions-là que tu vas avoir ce mode de pensée-là où tu vas être en mode, ok, tu es tellement bien, tu es tellement heureux, tu es tellement en paix, que tu dis, ok, cet événement-là, tu vas pas le voir d'une façon négative, mais tu vas le voir comme une opportunité de t'améliorer, de générer de nouvelles émotions positives, etc. Là où les gens qui sont en mode colère, jalousie, etc., ils vont nourrir ces émotions en ruminant. Je vois ce que tu veux dire. De toute façon, c'est sûr qu'avoir une vision négative ou quoi, ça va pas te faire te concentrer sur les bonnes choses. C'est ça le concept, non? Ouais, tout à fait, bien sûr. Et c'est quelque chose qu'on oublie très facilement, surtout en tant qu'entrepreneur, parce qu'on se focus sur une seule chose, notre insatisfaction de ne pas avoir assez. Ok, je veux plus, sauf que insatisfaction égale manque, égale émotion plutôt rouge finalement. Et du coup, moi je trouve que les émotions dans le rouge, donc ceux qui ne voient pas, je mettrai peut-être à l'écran si j'ai pas la flemme, il y a très de grandes chances que j'ai la flemme. Mais tout en bas, il y a les émotions rouges, négatives, qui servent à la survie, donc à être à l'action dans le mouvement. Si t'es pas bien, ton but, ça va être de te mouvoir dans le monde pour devenir bien, quelque part. Si tu es vraiment pleinement en paix, bah, tu es là, tu bouges plus. Admettons, là, tu as 10 sur 10 de bonheur, ton but, c'est de plus bouger. Tu dis pitié que ça reste comme ça, tu vois. Oui. Et donc ces émotions rouges, elles sont là, elles sont pratiques pour les entrepreneurs, pour se développer, etc. Mais moi j'ai fait l'erreur de trop me concentrer là-dessus et donc d'être malheureux, alors que c'est pas le seul truc à optimiser. Tu peux optimiser aussi justement ce truc d'émotion, etc. Ouais, c'est vrai que moi je dis pas trop d'émotion, d'énervement pur, c'est pas quelque chose que j'arrive à vivre. Je suis vraiment dans ce mal-être. Le seul truc que je peux avoir, c'est un peu d'anxiété. Et c'est vrai que ça t'aide pas, quoi.
C'est la même chose. C'est vrai que moi, même pour d'autres personnes, je peux être anxieux sur quand tu fais un truc, quand tu publies, une vidéo, quand tu fais des trucs, en fait, tu as toujours ce pic avant de faire un lancement. Ça me fait aussi penser aux expectations. Mais peut-être c'est aussi lié. C'est que quand tu as des émotions négatives, tu commences à avoir des attentes négatives de ta vie en elle-même. Parce qu'en fait, tu vas que penser sur le futur négatif. Ce qui va te donner du plaisir, parce qu'au moins tu auras raison sur ta négativité. Et la même chose, quand tu fais un lancement, tu vas faire des expectations, des attentes. Par exemple, j'attends d'avoir 25 personnes qui rejoignent mon cours. Si tu les as, tu vas être ok content, parce que tu auras juste mythe. Et si tu les as pas, tu vas être super frustré. Et du coup, je vais être beaucoup plus anxieux de ne pas les avoir, à vouloir, du coup tu parlais du business, à pas regarder. Moi je suis du genre à pas regarder, tu vois. Ouais. Le manque d'information est la meilleure information. Comme ça, tu peux pas avoir de peur. Et tu regardes ça genre qu'à un certain moment de la journée. La même chose avec les stats et tout ça. C'est toujours ça. Tu publies une vidéo, tu te dis est-ce qu'elle va marcher. Si tu commences à regarder tout le temps, généralement, tu vas pas sentir beaucoup de bonheur si elle fait beaucoup plus de vues. Mais tu vas sentir beaucoup d'insatisfaction si tu as donné du travail et qu'elle en fait moins. Ça, c'est les expectations. Si tu arrives à réduire tes expectations en étant plus heureux de ce que tu as, tu peux être plus heureux. Tu as beaucoup d'attentes, toi, de manière générale? J'en ai trop, de toute évidence. Le mieux, ce serait de réussir à vivre avec une vision sans pures attentes, sans attendre. Mais c'est un équilibre spécial parce qu'en même temps, il faut réussir à se convaincre que tu vas réussir. Ouais. Donc en mode, je suis un giga chad et il faut à tout prix que je fasse 100 ventes sur ce lancement et ça va être super et je vais gagner plein de choses. Mais en même temps, tu te dis, si je suis convaincu que je vais avoir 100 ventes et que je ne les ai pas, je vais avoir le seum pendant 2 mois. Donc des fois, il faut accepter d'avoir le seum. Comme ça, tu t'auto-mindfuck pour avoir ces ventes. Ça, c'est un peu l'équilibre compliqué. Plus tu avances, surtout plus tu fais des lancements, chaque fois, tu es en mode… Alors, parce que j'ai pas expliqué du coup, mais toi, du coup, tu vends des formations et tu fais des lancements de formations à chaque fois. Et quand tu fais un lancement, c'est là le moment où tu as le plus de ventes théoriquement, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Et ouais, je rejoins sur ce que tu dis. Moi, c'est pareil. En fait, c'est essayer de gérer entre… Il faut être suffisamment insatisfait pour atteindre des objectifs, vivre dans la vie, dans le monde matériel, mais en même temps avoir suffisamment de lâcher prise pour profiter de ce que tu accomplis. Parce que si tout le temps dans la satisfaction, bah, tu peux avoir 100 000 euros, tu voudras 1 million, etc. etc. Si tu es tout le temps dans le lâcher prise, bah, tu n'auras rien du tout. Donc il faut trouver une espèce de balance entre les deux. Et c'est un peu la philosophie que j'ai repris avec cette chaîne justement, c'est l'équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Parce qu'on est des drogués, tu vois, on ne peut pas s'arrêter aujourd'hui de vivre. Genre, le meilleur moyen d'être heureux et d'être en paix, c'est d'aller méditer sur un rocher toute la journée. Perso, j'en suis pas capable. Je sais pas toi, mais moi je peux pas, tu vois. J'ai besoin d'avoir une copine dans ma vie, j'ai besoin de faire du business, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de choses en fait, de manière générale. Et malgré tout, on peut se limiter. Un peu ce truc stoïcien de se dire, ce que je peux changer, je vais essayer de le changer au mieux. Ce que je peux pas changer, je vais lâcher prise et accepter les choses telles qu'elles sont, tu vois. Oui, je vois. Mais c'est très dur à faire parce qu'en plus, il faut avoir la sagesse de distinguer entre qu'est-ce que je peux vraiment changer et qu'est-ce que je dois changer. Et des fois, il y a des choses que tu peux changer et il vaut mieux pas que tu les changes. Admettons, en fait, là, dans la vie est duel. C'est-à-dire qu'on a le bien, on a le mal, on a le chaud, on a le froid. Okay, et donc, en fait, tu auras tout le temps un sac de problèmes. Genre là, tu portes un sac de problèmes constamment. Tous les jours, tu as des problèmes. Tu peux gagner 100 000 euros, faire 2 mètres et être une méga baraque. Tu as des problèmes. Et du coup, c'est à toi de choisir, ok, quel problème je mets dans mon sac. Le sac, il est toujours aussi rempli. Mais quel problème tu vas mettre dedans? Typiquement, le problème de quelqu'un qui est en couple depuis 20 ans, c'est je me fais chier, quoi. J'aimerais bien faire l'amour avec une autre meuf. Mais est-ce que tu préférerais avoir ce problème-là ou avoir le problème de ne pas avoir de meuf et pas avoir construit quelque chose? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi génétiquement, tu vois? Quel problème tu vivrais le mieux? C'est un sacré sujet. Mais c'est la même chose avec que je peux avoir avec le business. Où tu deviens très insatisfait de trucs qui te rendaient très heureux avant. C'est-à-dire que tu fais des… Même quand je peux faire, ce qui m'arrive parfois contre mon plein gré, des gens qui vont te payer 1 500 euros pour un truc, ouais. ça va pas te faire
sauter de joie alors que c'est une somme, conséquence pour un truc que tu as déjà fait il y a 6 mois, que tu n'as rien ajouté, etc. Alors qu'au début, chaque 70 € était une satisfaction de fou. C'est la même chose avec les meufs, c'est au début, tu es ultra heureux, et puis après, tu as cette satisfaction. Et du coup, tu te dis, pour retrouver cette satisfaction, il faut que j'arrive à faire de l'argent d'une manière différente, tu vois. Et c'est là où tu arrives dans une wheel, comme avec les filles, où tu te dis, j'ai déjà ça qui marche, et je peux décider de l'optimiser, d'en faire plus, et de refaire la même chose, et d'en faire plus, mieux, ou te dire, je veux créer un nouveau projet, comme ça, je vais avoir plus d'excitation, plus de choses, gagner. Et là, quand tu vas faire tes 50 €, par exemple, toi qui parles beaucoup de ça sur des SaaS, et bien en fait, tu auras plus de plaisir à faire un gars, donc ça n'a aucun sens. Et ça, c'est vrai, ça, c'est incroyable. Tu auras plus de plaisir à gagner 50 € d'un gars qui va te faire chier avec du support, qui va te remonter des bugs, qui va te donner du travail pendant les prochains 6 mois, que quand un gars te donne 200 € pour ta formation et qu'après le gars tu l'oublies et que de toute façon le gars va même pas suivre ton cours parce qu'il aura sûrement d'autres choses à faire. Mais le fait de vendre un SaaS, au début ça va te rendre plus heureux parce que ça va être nouveau. Ah, alors je suis totalement d'accord d'ailleurs, je trouve ça très intéressant le parallèle entre en fait lancer un nouveau business et peut-être switcher de meuf. Parce que finalement c'est un peu ça le parallèle, c'est est-ce que je continue avec la meuf et j'optimise ma relation avec cette meuf là à fond? Et est-ce que c'est le bon business pour moi finalement cette meuf? Est-ce que c'est la bonne meuf pour moi? C'est la même chose, tu vois. Le but c'est d'optimiser une fois que tu as trouvé le bon business ou la bonne meuf pour toi. Il ne faut pas optimiser avant. Il faut rotate au maximum, pivoter jusqu'à soit trouver la bonne meuf, soit trouver le bon business. Mais est-ce qu'il y a une bonne meuf à vie? Est-ce qu'on peut être avec une meuf toute sa vie? Donc toi, tu valides cette théorie? Alors non, je pense pas qu'on... Alors là, on va pas aller très loin. Non, toi, tu valides cette théorie que tu peux être avec une meuf, mais voir d'autres meufs à côté. Alors, au bout d'un certain temps. Juste avant ça, je vais répondre à ta question. Juste avant ça, je voulais revenir sur le truc, ça c'est formation. Pour moi, il y a le truc aussi où les formations, c'est très mal vu. C'est un peu... le prestige. Ouais. Ça, j'en discute beaucoup avec le mec de iClose, qui est dans ma gym. Et avec lui, on a eu des brainstorming de fou où il me racontait justement, c'était très drôle, c'est en mode, quand tu arrives dans l'ascenseur et que tu te présentes, Alex Hormozy qui vient et qui dit « Ouais, je vends des formations à la con pour des enculés qui suivent des trucs, tout le monde s'en fout, tu vois. » Automatiquement, il est au niveau 0. Quand il va parler, il voit Tim Cook, il dit « Je vends des formations ». Tim Cook, il dit « Mais qu'est-ce que tu branles dans mon bureau? Va chez toi, continue à faire des vidéos sur YouTube. » Donc Tim Cook, c'est un formateur aux US. Non, Tim Cook, c'est le PDG d'Apple. Autant pour moi. Mais par contre, si Alex Hormozy dit « Ouais, je suis fondateur d'un software, d'une tech compagnie », et bah Tim Cook, il va peut-être lui dire « Ah ouais, quelle compagnie c'est? Ah oui, qu'est-ce que vous faites, etc. Trop bien. » Et du coup, tu as un prestige de fou avec les SaaS. La même chose avec le mec d'iClose, donc qui s'appelle Isma ESN sur YouTube. Il dit quand je me présente, maintenant, je dis plus que je vends des formations sur le closing. Je dis je suis CTO, non, je suis founder tech de iClose. Ça n'existe même plus, tu vois. Il ne va même pas expliquer qu'il fait ça parce que ça a 100 000 fois plus de prestige. C'est assez logique parce que les formations, c'est simple. Pourquoi est-ce que tu apporterais du prestige? Alors, c'est pas simple, mais c'est beaucoup plus simple que faire entre gagner 10 000 balles, si tu arrives à avoir un SaaS à 10 000 balles de MRR ou avoir des formations à 10 000 € par mois, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais. Et en plus, je pense qu'il y en a beaucoup sur le modèle formation qui abusent. Il y a plein de mecs qui vendent des formations et qui se calment un peu, où il y a très bon marketing et le produit un peu moins bon, ce qui donne une très mauvaise image par certaines personnes qui vont du coup juger le business model. Tu vois, qui vont exclure tout le business model alors que c'est certaines formations qui ne sont pas bonnes, mais il y a plein de formations que j'ai suivies qui sont très très bonnes. Moi, je ne suis pas convaincu du concept qu'il y a des formations fondamentalement pas bonnes. Il y a une cible qui ne matche pas avec les gens que tu as vendus. Dans le sens où... Alors, je vois où tu veux en venir, je vais contredire avec l'exemple. Par exemple, on bipera le nom, j'ai pas envie de lui faire de la mauvaise pub, mais je connais genre 4 personnes dans son accompagnement. Il y en a 3 qui sont déçus, un qui est content, et c'est parce que le contenu à l'intérieur, il n'y a rien, genre il n'y a pas grand-chose. J'ai aussi, mais en plus... Ah bah oui, il y en a un de ceux que je connais qui est là, donc... Il y en a un que tu connais, c'est mon pote. Ouais. Mais moi aussi, j'en connais plein. Mais en fait, in fine, si cet individu a réussi à satisfaire ne serait-ce que 20% des gens, ça veut juste dire qu'il a un problème où il vend trop son truc.
Il a une surpromise évidente, mais il a quand même aidé des gens. Et c'est fine qu'il y ait des gens qui ne soient pas aidés, tu vois, dans son cours. C'est juste le problème, c'est que c'est trop cher et que c'est un peu ça le problème du high ticket. L'avantage du high ticket, c'est que quand je vends mon cours Next Tailwind à 200 balles. Alors, low ticket, c'est très peu cher. High ticket, c'est très cher pour ceux qui sont. Quand je vends mon cours Tailwind à 200 balles, bon, que je fasse 5, 10, 15 ou 20% de taux de complétion. En fait, le mec qui dépense 200 balles, il s'en bat les couilles. Il va pas aller parler de moi sur Internet. Le mec qui donne 5000 balles pour un accompagnement de machin. Derrière, en fait, il veut trop, tu vois, et c'est normal. C'est juste un problème où la vente est trop bonne, où il est trop bon vendeur. Ouais. Mais son produit, il satisfait une partie des gens qui viennent pour un certain truc. C'est ça que... Après, pour moi, c'est pas de la formation aussi. C'est là aussi où je te rejoins pas, c'est que tu m'as donné un exemple d'un accompagnement. Donc, le mec te vend un coach. Ok. Moi, je te parle d'une formation. Finalement, moi, je suis pas le genre de personne qui a besoin de suivre de formation. Ouais. Parce que je peux passer comme... J'ai cette faculté à rechercher, à créer mes propres trucs, même si des fois j'aime bien et que j'en achète, mais que je les suis pas. ou je télécharge tout, ça c'est un truc que j'aime bien faire, et après je les suis pas. Donc, comme ça j'ai tout téléchargé pour moi dans 10 ans, T'as une ou le bibliothèque, mettre sur Wikileaks quand je m'ennuierai. Mais il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément besoin de formation, et je pense que les formations ont un aspect très scammy parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas besoin de formation, qui ne comprennent pas les gens qui ont besoin de formation. Et ça c'est la même chose dans la tech. C'est que moi j'ai la majorité de mes haters qui me disent mais les formations ça sert à rien, c'est du scam. Oui, je partage ton opinion. J'ai pas forcément besoin d'acheter une formation, mais il faut juste comprendre que les gens qui ont besoin, c'est pour X ou Y raison, pour aller plus vite. Quand j'ai commencé, j'ai bien aimé suivre des formations parce que tu es un flemmard. En fait, quand j'étais un flemmard, les formations, quand j'étais un fumeur de joint, les formations c'était bien parce que j'avais le choix entre suivre un connard qui fait des vidéos à la con de 5 minutes ou fumer des joints. Bon, suivre un connard, c'était marrant, tu vois, parce qu'il me donnait, j'avançais vite et tu as cette faculté d'aller vite. Alors que geeker comme un con pendant 3 semaines pour faire un truc que j'aurais pu faire en 2 jours, c'est chiant. Mais maintenant, quand tu as les skills d'apprendre toi-même, les formations servent à rien. Okay. Si tu es un autiste maxing avec ChatGPT, de chatter. Tu sais, des fois, j'ai envie de retrouver ces moments où tu fous rien. En fait, c'est des moments, des fois, c'est frustrant parce que j'arrive pas à les apprécier, mais faire de la merde volontairement. Genre, t'es derrière ton ordi et tu passes des heures à... C'est Shubham Sharma qui fait souvent ça, il dit qu'il faut apprendre à rien foutre, tu vois, être là, à scroller des newsletters, à tester des outils, à connecter des trucs. En ce moment, je me suis un peu remis à faire ça avec des workflows IA de fou furieux, mais sans make et tout ça, je m'amuse à scraper des newsletters. Tu sais, tu as le site des newsletters. Ouais. Je prends toutes les listes d'articles. Derrière, je viens scraper le contenu et je viens créer des articles de blog sur mon blog en fonction du contenu, mais sans reprendre leur contenu, mais en prenant l'idée. Parce qu'en fait, je me dis, il faut que je génère des idées. Et ensuite, je lui demande d'aller chercher sur Internet. Et tu fais des workflows comme ça, et ça sert à rien, mais c'est fun. Et ça fait un peu... Et c'est assez frustrant parce que quand tu fais du business, tu n'as pas envie de perdre du temps à faire ça. Ouais. Tu dis tu passes 3 heures à faire ça alors que tu as plus 3 heures à sortir une nouvelle formation. Donc, Exactement, ouais, j'ai divagué. Mais ok, bon, ce sujet-là, topissime. Topissime. Mais je pense que ce qui va leur intéresser, c'est la question que tu avais posée avant qu'on parte sur le business. C'était quoi la question exactement sur les meufs? C'est est-ce que tu penses qu'on peut avoir plusieurs copines à la fois, c'est ça? Non, c'est que toi, tu te verrais bien avec une meuf qui te plaît de fou. Mais de ce que j'ai compris, au bout d'un certain temps, tu te verrais bien avoir d'autres partenaires. C'est mal compris, je pense. Ah, c'est pas toi qui disais ça? Non, c'est pas moi. Non, alors quelqu'un d'autre. Je pense qu'on s'est mal compris. Mais alors moi, ma philosophie là-dessus, et ce que je cherche d'ailleurs, c'est de trouver la fille qui est la plus adaptée. Genre, il faut imaginer en fait un pourcentage de compatibilité. Ça serait magnifique qu'on crée, ça va sans doute arriver à un moment donné, une IA qui détecte exactement par rapport à l'environnement, la génétique, le mode de pensée, les valeurs, etc., qui est la fille la plus adaptée pour toi, pour ton bonheur. Tu vois. Parce qu'en fait, quand tu te mets en relation, le but premier, c'est ton bien-être personnel.
et pourquoi pas pour ceux qui aiment bien créer une famille, etc., comme moi aussi, de créer quelque chose. Alors moi je crois pas du tout au truc de avoir plusieurs femmes, etc., parce que justement ça vient, c'est un peu comme prendre des substances ou des drogues, c'est-à-dire que tu es constamment à la recherche de plaisir, constamment à la recherche de stimulation et que tu ne sais pas te contenter de quelque chose. Et je pense qu'en fait les personnes qui vont avoir plusieurs copines ne seront pas plus satisfaites que les personnes qui en auront une. Parce qu'en fait elles vont développer leur insatisfaction. Tu vois. Donc en fait le but ce serait pas de rechercher plusieurs, la quantité, mais plutôt la qualité et de prendre le temps de Est-ce qu'il y trouver a celle vraiment qui... des meufs à ce point-là de qualité, quoi? C'est quoi une meuf de qualité? Ah, une meuf de qualité, c'est pas la meuf qui est de qualité, c'est la meuf qui est faite pour toi. Oui, mais qu'est-ce qu'une meuf qui est faite pour toi toute ta vie? Et surtout que tu changes beaucoup. En fait, Alors ouais. elle est peut-être compatible pour toi maintenant, mais qui te dit que dans 5 ans, moi, une meuf qui était compatible avec moi il y a 5 ans, mon ex par exemple, et maintenant, elle n'a rien à voir. Tu vois. Enfin, avant, je voulais quelqu'un de totalement différent de ce que je veux maintenant. Ouais, totalement. Et ça, c'est un problème qu'on a depuis récemment, parce qu'il y a deux choses. Premièrement, on a la religion qui a disparu. Donc la religion, elle permettait pas le doute. C'est soit tu finis avec la femme que tu as choisie, soit tu vas en enfer. Du coup, les gens, ils étaient en mode « Oh là là, dans le monde concret, je vais quand même faire attention, parce qu'après, il y a les flammes de l'enfer qui m'attendent et Satan. » Donc ma femme, je vais pas la tromper. Même si... Et du coup, Même s'il la trompera, mais discrètement. Bah, je pense que la plupart ne le faisaient pas forcément, et que du coup, ça supprimait la pensée. Parce que nous, notre problème, c'est que si on essaye de faire ça, on aura toujours cette pensée qui va venir. Et en vrai, est-ce qu'une autre, ça aurait pas été mieux, tu vois? On aurait toujours ce truc, est-ce qu'il faudrait pas tenter ailleurs? Est-ce qu'il faudrait pas aller voir ailleurs, etc., etc. Alors que quand tu as la religion, tu es en mode, ok, il y a le diable, il va me choper si je pense trop à ça. Donc je vais arrêter de penser à ça, et moi, ça supprime la pensée. Putain, mais ça devait être horrible. C'est vrai que chaque truc qu'il faisait, il était en mode « Oh merde, il y a le diable qui va me trouver là ». C'est vrai que t'es même pas libre de tes pensées avec les religions. Alors, Parce que les pensées peuvent être vues par le diable et te niquer. je sais pas si les pensées peuvent être vues par les diables, et moi, je pense au contraire que c'était pratique. Non, c'est vrai que c'est toujours une histoire de choix. Hein. Avoir moins de choix, c'est bien. C'était bien dans le sens où si tu réfléchis aux religions, c'est genre le développement personnel à son apogée. Genre, prier, c'est méditer. Ouais, c'est vrai. Tu vois, genre Mais ça, ouais, j'avais capté. en vouloir un peu, mais pas trop. Tu sais, dans la chrétienté, on dit bah il faut que tu en veuilles, mais ne va pas trop être insatisfait, sinon tu vas être malheureux, quoi. Enfin, tu vois, c'est que des règles en fait où quand tu y réfléchis, c'est optimisé pour ton bonheur presque. Non, moi, je trouve que le concept de la loi d'attraction, c'est une religion rationnelle du 21e siècle qui est l'équivalent de la Bible et du Coran. En fait, tu peux retrouver tous les concepts dev perso loi d'attraction dans la religion. C'est quoi les clés principales de la loi d'attraction? Les règles principales? La règle de base, c'est être heureux, être sympa, etc. tu vois. Parce que si tu es heureux, tu vas attirer des choses. C'est le concept que tu attires les choses dans l'état que tu es actuellement. Donc si tu es tout le temps heureux, que tu es gentil avec les autres, que tu veux pas de mal aux autres, etc., bah, tu vas avoir des trucs bons. Dans le Coran, moi les gens qui sont très religieux musulmans, ils sont super sympas, ils essaient toujours d'aider les gens, ils aident sans attendre rien en retour et ils ont ce mindset naturel. Et puis quand tu leur dis mais pourquoi tu fais ça, ils disent ah bah, c'est mon éducation. Après, ça dépend, tous les musulmans n'ont pas la même éducation, mais en tout cas certains qui sont très religieux dans ce côté-là, ils ont ce même truc de il faut être heureux, il faut croire. Faut avoir cette ambition, croire en soi, parce que tu crois que un Dieu va t'aider, donc tu arrives à croire en toi via Dieu. En fait, tu crois en toi, parce que c'est pas Dieu qui va t'apporter les choses dans ta vie. Donc, c'est un peu la même chose. Enfin, la base de l'attraction, c'est être heureux et après croire en ce que tu veux avoir. Ah bah totalement, mais la religion maintenant qui est en train de prendre les devants de la scène, c'est juste la spiritualité en fait. Oui, c'est la méditation et tout ça. Quoi. Et la spiritualité, dans la spiritualité, il y a deux concepts clés. Il y a un concept qui, d'ailleurs, dans l'hindouisme, qui est très présent, c'est le karma. Le karma, ça fait un peu le lien justement avec ce truc-là de il faut que tu sois comme ça pour obtenir la même chose. Si tu es mauvais, bah, on va être mauvais avec toi. Hein. Donc c'est le karma. Et une autre chose, c'est en spiritualité, on croit beaucoup au fait que ton prochain est un miroir. C'est-à-dire que si moi, j'ai de la colère au fond de moi, en fait, tu vas me la renvoyer. Ah oui, ouais. Bah, ça, c'est... En fait, si j'ai de la colère au fond de moi, tu vas déclencher ma colère pour justement. Non, c'est que les autres t'apportent. Non, en fait, c'est vrai que c'est de la spiritualité alors. C'est le concept que les autres sont un miroir. C'est ça. De tes émotions. Et ça, je le vois parce que moi, dernièrement, j'essaie beaucoup de m'entraîner à être beaucoup plus. Putain,
Chiant, c'est Beaucoup, c'est beaucoup. normal, tu veux à l'intérieur. Ouais. Être beaucoup plus social et souriant avec les autres parce que j'ai tendance à être très introverti. Et du coup, je vais être beaucoup plus dans les contacts, tu sais, faire des petites tapes dans le dos ou serrer la main, sourire à la personne. Et on me sourit et on me fait des tapes dans le dos et on est sympathique avec moi 10 fois plus. Parce que en fait, quand tu es comme ça quelqu'un, ça ouvre la porte et il va être pareil avec toi en fait. Là où avant, tu sais, j'étais très vénère, genre je regardais les gens mal et tout. Et j'ai l'impression que tout le monde me voulait du mal. Bah ouais, mec, tu regardes les gens mal, genre que tu t'attends à quoi? Ouais, ça, j'ai été pas mal gorouifié quand j'avais peur d'aller accoster les gens. Les gens ou. Non, même accoster des inconnus et tu te dis mais qu'est-ce Ok. qu'ils pourraient penser, etc. Ouais. Euh, en fait, tu t'auto-disqualifies parce que si tu te dis, quand tu vas leur parler, je les dérange, donc tu viens, en fait, t'as peur. Pourquoi t'as peur? Parce que tu penses que tu les déranges. Après, tu vas lui parler en mode, oh, excuse-moi de te déranger, bah, tu t'es auto-détruit, en fait. Parce que la personne va juste te renvoyer le message de, ah oui, c'est pas Ouais. con ça, ce qu'il est en train de me dire. C'est vrai qu'il me dérange, parce que Mm. j'étais en train de faire mon sauna tranquille et il y a cet enculé qui vient me parler. Bah non, c'est que si tu viens avec le mindset que toi tu te dis, mais en fait, cette personne-là, bon, ça c'est Sol qui me disait ça. Cette personne-là, c'est le putain de plus beau jour de sa vie. Quelle chance elle a de pouvoir me parler ou de pouvoir me parler en général. Et ben en fait, quand tu vas lui parler, tu vas avoir cet aspect de je t'offre un truc, prends-le, tu vois. En mode, c'est comme si t'arrives, tu peux gagner 10 000 balles tout de suite, parle-moi 10 minutes. Et ben la personne va être beaucoup plus ouverte que si t'arrives en mode, oh mais excuse-moi de te déranger, Ouais. je suis timide. Tu t'es détruit. Tu peux tout de suite rentrer chez toi. Elle va te renvoyer cet aspect de. Une personne va te renvoyer cet aspect de tu me déranges. Et si tu arrives avec cette confiance, Mm. elle va te renvoyer l'aspect de putain, tu vas m'apporter 10 000 balles. Je suis d'accord. Et bon, après, c'est un peu biaisé aussi parce que je pense que t'en parles surtout dans l'aspect drague de rue pour aller voir des filles. Non, mais même quand tu parles en networking, à un event, et que la même chose, tu vois, ils sont en train de discuter. Il y a deux personnes qui sont en train de discuter. Et toi, tu veux rentrer dans la conversation. Tu peux rentrer dans la conversation en mode oh, désolé de vous couper, mais j'ai envie de vous parler. Bah là, t'es relou. Tu rentres dans la conversation en mode en fait, c'est moi, c'est beaucoup mieux si on parle tous ensemble, etc. Et du coup, tu viens et tu t'incrustes. Et t'as ce truc simple où tu viens pas dire excusez-moi de me déranger, etc. De vous déranger. Et bah les gens ils vont t'accueillir avec ce même aspect. Et quand t'arrives, t'es en mode putain, mais qu'est-ce qui fait chier de nous couper dans notre conversation inutile? Alors en fait, la conversation in fine était de toute façon inutile. Et elle sera inutile après. Mais t'arrives, on faisant croire aux autres qu'elle est bien. Donc ils vont te renvoyer cet aspect qu'elle est bien. Intéressant. Je l'appliquais pas ça encore, de me dire parce que je l'appliquais avec une fille en me disant ok, hop, je suis le boss, il faut que je sois confiant, etc. Parce que j'avais la croyance et je savais déjà que en fait, si tu arrives en pensant toi-même que t'es pas, que t'as pas de valeur, etc. Comme c'est une relation sexuée, ça va pas marcher parce que c'est l'attraction, elle fonctionne comme ça. Ouais, que je l'appliquais déjà avec les filles, mais c'est vrai qu'en fait, si tu penses comme ça tout le temps, c'est trop bien. Bah, c'est assez contre-intuitif, mais c'est vrai que dans un sens, c'est aussi la valeur que tu t'apportes à toi-même. La même chose si tu parles à un mec qui a beaucoup plus de succès que toi et que tu t'auto-disqualifies en te disant mais pourquoi cette personne voudrait me parler alors qu'elle a autant de succès? Ouais. Du coup en mode excuse-moi de te déranger, tu lui poses des questions à la con parce qu'en fait tu vas être modelé par la manière dont tu vois cette personne et dont tu t'auto-juges. Et du coup elle va te juger dans cette manière-là. Et si toi tu es en mode en fait je m'en bats les couilles et je suis ton égal, la même chose avec les meufs en mode si tu la mets sur un piédestal, bah un mec aussi, il va sentir ça et puis il va se dire bah ouais c'est un petit. Et en fait tu viens de te dire, c'est toi qui as dit que tu étais un petit. Et lui il te le confirme, tu vois, parce qu'il va pas te juger sur rien. Et si toi-même tu te dis en fait j'ai énormément de choses à apporter, etc. Et j'ai autant de valeur que lui, même si on n'est pas au même état, etc. Aussi la majorité des gars comme ça ils ont 30 ans. Donc tu peux aussi faire une sorte de projection mentale de toi à 30 ans. Et à ce moment-là tu as beaucoup plus de confiance dans la manière dont tu vas aborder ces gens. Très intéressant. Je vais essayer d'appliquer ça. Je vais essayer. Et toi, justement, du coup, ta philosophie, parce que là, du coup, tu as une copine actuellement, du coup, ton mode de pensée, c'est I don't know, on verra bien. Exactement, c'est pas c'est pas faire d'acceptation, c'est de pas vouloir voir sa vie avec. Ce qui est très dur d'accepter, ce
qu'il y a un très gros débat avec les filles en général, parce qu'elles veulent toujours que tu leur promettes la terre entière 25 fois. Tu dis, mais t'inquiète pas, dans 36 ans, mais bien sûr. Et puis toi, t'es plutôt en mode, ouais, bah je sais pas quoi. Enfin, on est en 2025, mais en 2026, ce sera différent, tu vois. faut voir. Et moi, je suis très open à l'idée de. J'ai pas cette vision de. Pour l'instant, en tout cas. Ma vision, c'est que. J'espère que je n'enverrai pas ce podcast à Marie. Vas-y, on l'enverra. L'avantage de ne pas avoir des copines françaises, c'est qu'elles comprennent rien à ce que tu dis. Ah oui, d'accord, vas-y, développe. Mais pour moi, à mon âge, ma nouvelle réflexion, c'est de me dire qu'il faudrait maximiser le nombre de relations, mais pas des relations de une semaine, parce que ça va pas te faire grandir. Et tu vas pas découvrir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, et tu découvres ça au bout d'un certain temps. Donc des relations de maximum 1 an, jusqu'à tes 30 ans. Okay. T'enchaîner des relations et des moments où tu es tout seul de maximum 1 an, tu te limites, ou tu essaies d'arrêter d'une manière ou d'une autre, parce que tu te dis de toute façon ce sera pas elle avec qui je veux faire des enfants, et le maximiser le nombre de relations que je vais avoir va me permettre d'être un homme qui sait mieux ce que je veux, qui évite les mêmes erreurs et qui grandit, alors qu'en restant avec la même, bon, bah, pendant 2 mois tu grandis, au bout de 5-6 mois tu commences à voir ce que t'aimes pas, ou au bout de 3-4... Ça dépend beaucoup de paramètres, mais au bout d'un moment, tu vois ce que tu n'aimes pas. Et du coup, là, tu peux te dire, ok, maintenant j'ai fait le cycle, je peux passer à autre chose. Et c'est pas cool. Mais en même temps, je sacralise pas la relation à me dire... Ah bah, peut-être aussi parce que j'ai 3 fois moins d'émotions que les filles que je côtoie, mais ça, c'est... Ouais, bon, déjà un homme de manière générale a moins d'émotions, mais toi je pense que t'as le persona où t'es pas le gars avec le plus d'émotions, je sais pas, mais c'est intéressant non, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre énormément d'attentes sur les relations, et c'est aussi pour ça que dès qu'il y a une relation qui se termine, c'est genre la fin du monde quoi, la plupart du temps, c'est terrible. Alors qu'en vrai on pourrait, et d'ailleurs c'est ce que recommandent tous les moines bouddhistes, les maîtres spirituels, tout ce que tu veux, c'est être dans le moment présent, c'est-à-dire ne pas vivre dans le futur et juste profiter maintenant, tu vois. Moi j'avais ce truc-là où alors j'ai pas le mot français, mais je cope avec mon ex, où je me disais ok, c'est pas grave, là on se sent pas bien dans la relation, mais on va faire des trucs dans le futur, ça va être cool, tu vois, on va créer une famille et tout, et du coup ça va être mieux dans le futur, alors que le moment le plus important, le moment présent, genre le seul truc qui existe, je me sentais pas bien, tu vois. Et du coup, ça peut créer des déviances. Après, je pense que si tu, en tant qu'humain, et pas un moine bouddhiste spirituel sur son rocher, si tu n'as aucune attente dans une relation, c'est vide de sens aussi. Donc il faut quand même qu'il y ait un truc commun de construit. Après, c'est vrai que de là à dire sur 20 ans, c'est très chaud. Et ça fait le lien avec un autre problème qu'on a en fait de notre génération en 2025, c'est qu'il y a 100 ans, la moyenne d'âge a été de 20 ans de moins en fait. Du coup, c'était beaucoup plus simple. Genre, tu vois, déjà la vie était beaucoup plus difficile, c'est-à-dire qu'on était tout le temps en train de travailler, etc. Du coup, on avait moins l'occasion de se dire est-ce que c'est la bonne femme pour moi ou pas, tu vois, genre, et puis t'étais dans un village avec 25 habitants. Ouais, enfin, du coup, t'avais pas trop... la bonne femme, mais il y en avait 3 autres, et les 3 autres étaient prises, donc... C'est ça. Donc t'étais, voilà, tu travaillais 12 heures par jour, tu vivais 20 ans de moins, il y avait 4 possibilités dans le truc. Du coup, il n'y avait pas ce problème-là. Là, c'est un problème, en fait, un peu, tu sais, comme quelqu'un qui vient de devenir riche, il a plein de possibilités. Et du coup, ça devient un problème. Là où avant, quand tu n'avais pas d'argent, tu te disais pas est-ce que je dois acheter une Porsche ou une Ferrari, tu t'en foutais un petit peu, tu étais en mode bon, bah j'ai ma voiture, elle roule quoi. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce truc d'être dans le moment présent. Je me suis rendu compte, en discutant du coup avec la copine que j'ai actuellement, à quel point elle est pas dans le moment présent et à quel point je le suis. C'est-à-dire que je ne m'étais pas rendu compte que je l'étais avant d'être avec elle, dans le sens où. Elle arrive à penser à des trucs que j'ai dit il y a 3 jours et je suis en mode mais il y a 3 jours c'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours? Non mais faut vraiment que je travaille, que j'aille dans mes photos, que je scrolle, que je me remette dans le moment, que je me retrouve avec ma mémoire pour me dire mais oui. Et moi je peux m'être embrouillé comme je sais pas quoi le jour d'avant, le matin je me réveille, il n'y a plus rien. C'est même pas que je pense à ce problème, c'est que pour moi c'était quelque chose d'autre, quoi, un autre univers. La même chose pour moi, réussir à planifier des trucs que je fais dans le futur, j'arrive pas à le voir arriver avant que ce soit très proche. Genre, là bientôt je vais partir à Bangkok pour 2-3 jours, j'arrive pas à me voir dans Bangkok, tu vois, j'arrive à... Tu pars quand d'ailleurs à Bangkok ?
Le 23 mai. Putain mec, je pars le 28. Ouais, bah oui, mais j'ai plus de visa à partir du 23 mai, donc c'était une. Mais je pars 3 jours et je reviens le 27. Ouais, on se verra pas, mais. Tu peux encore faire 2 mois. Hein. Bah, je vais rentrer après. Quoi? Je vais rentrer là, je vais à Bangkok le 28. Je reste 5-6 jours à Bangkok. Ah, tu restes 5-6 jours à Bangkok? Ouais, c'est pour ça que j'ai tu tilté. pars le 28 à Bangkok. Oui, c'est pour ça. Mais peut-être que je serai encore là. Je suis en train de. Du coup, je vais tester Bangkok parce que Bali, pour l'instant, c'est cool, mais c'est pas pour moi. J'aime bien le froid déjà, donc là, je suis pas bien loti, tu vois. Bangkok, c'est chaud. Oui, je sais bien. Mais c'est le premier truc qui me vient en tête, mais il y a plein d'autres trucs, la circulation, le bruit. Il y a plus de circulation, il y a plus de bruit. Bon, bah, c'est mal parti. Ça sent mal parti. Mais je vais voir par moi-même, on verra bien. Donc, je reste 5 jours. Mais ouais, du coup, tu disais que tu étais très dans le moment présent. Oui, j'arrive pas à me projeter beaucoup dans le sens à me dire qu'est-ce qui va se passer dans ce moment-là, etc. Sauf si je veux vraiment un truc. Si je veux un truc, je vais devenir malade mental avec ça. Ouais. Et sinon, tout ce qui se passe aussi, la même chose, même si on parle de ce mec qui est pas venu à mon anniversaire, et ben, en réalité, in fine, maintenant, j'en ai rien à foutre, tu vois. C'était dans le passé, j'ai une nouvelle data, mais in fine, je vais pas me dire, je vais pas voir ce gars parce qu'il a fait ça. Enfin, il n'y aura aucune de ces pensées. Et même, j'ai pas trop de méchanceté avec quelqu'un, même avec des gens qui m'ont fait chier sur Internet que tu sais. Et ben même si je les vois en vrai ou s'ils me proposent, je vais être cool, tu vois. Je vais pas me dire, mais je dois pas parler à cette personne, j'ai peur d'avoir cette anxiété, d'être énervé ou de repenser à ce qui s'était passé avant. Voilà, les gens changent et puis moi je change aussi, tu vois, t'acceptes, in fine. Ça, je pense, toi, tu as une grande qualité là-dessus. La plupart des gens, et moi j'en fais sans doute partie, c'est qu'on rumine, on pense à des trucs d'hier, on pense à des trucs dans le futur, on pense à des trucs il y a 3 jours. Genre vraiment, on est tout le temps soit dans le futur, soit dans le passé, et c'est hyper dur pour la plupart des gens d'être genre juste là, tu vois, en train de parler et rien de penser à rien d'autre, tu vois. Parce qu'il y a, je sais pas, il y a des traumas qui vont monter, ou tu vas te dire, ok putain, dans 2 jours je dois faire ça, est-ce que j'ai bien tout préparé Genre, comment tu fais toi pour être dans le moment présent à ce point-là? Est-ce que tu es un envoyé Alors, divin je suis pas toujours ou... dans le moment présent, mais après, travailler beaucoup, ça aide. Ouais, Parce que bah, c'est ce qu'on disait. généralement, Les mecs qui étaient tu vois, tout le temps dans leur champ, ils pensaient pas 30 000 ouais, fois. voilà, quand tu travailles, quand tu as des bonnes journées de travail, généralement tu penses moins. Si tu vas derrière faire du sport et t'enchaînes les trucs. Après, quand j'ai des problèmes, je suis pas dans le moment présent. Mais c'est la même chose, c'est dans le sens, une fois que c'est fait, c'est fait. Et je suis surtout pas dans le. Je peux être dans l'anxiété, et quand tu es anxieux, finalement, c'est que tu pas dans le moment présent. Ouais. Mais, donc par exemple, avec les 26 dramas que j'ai pris, c'est pas que les plus récents, mais automatiquement, tu as une anxiété d'aller regarder, tu rumines et tu penses au truc. Finalement, c'est assez présent, tu vois. Les mecs qui sont en train de te faire chier maintenant, c'était pas il y a 2 semaines. Ouais. Et ça me prend pas mal la tête. Mais une fois que c'est fini, bon, bah après, tu te rends compte qu'il n'y a plus rien et tu passes à autre chose et tu vas pas rester dans ton trauma. Sinon, t'avances pas, quoi. Mais ça, je pense, c'est juste que pour le passé, j'ai pas mal de chance de pas être, quand on appelle ça, quand une personne te pardonne jamais. Il y a comment Rancunier. Voilà, je suis pas très rancunier. Et du coup, est-ce que le problème de ta meuf qui a l'air d'être pas dans le moment présent, c'est qu'elle a une peur profonde de la fin de la séparation? Enfin, s'il y a une séparation, elle l'accepterait pas. Genre, elle accepte pas, tu vois, qu'il puisse avoir séparation, et que du coup, chaque chose que tu peux dire ou autre va être vu comme un signal de attention, il va avoir Oui, séparation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je pense. Et puis, c'est juste que les gens écoutent. Quand tu vis avec quelqu'un, tu vas finir par dire de la merde. Et si les gens écoutent toute la merde que tu dis à longueur de journée, au bout d'un moment, c'est conflictuel. Parce que, ouais, bah, en fait, moi, je suis convaincu que je peux te dire, ça, c'est pas valorisé dans la société, mais c'est en mode, ouais, je peux changer d'avis vite. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, je te dis que j'ai pas envie, genre. Il y a 2 ans, tu m'aurais dit, est-ce que tu veux aller
faire du sport avec moi pour aller faire. Je t'aurais dit non, j'aime pas faire du sport, je fais jamais de sport. Ouais. Et peut-être que 3 mois plus tard, je me suis mis au sport et que je te dirais oui. Et que pour moi, c'est pas mauvais. Et donc, je peux te dire aujourd'hui, ouais, bon, en vrai, je me vois pas avec toi super longtemps. Et une semaine plus tard, me dire, mais c'est incroyable, j'ai envie d'être avec toi plus longtemps. Alors ça devient chiant quand c'est sur des trucs aussi importants parce que si ta meuf tu lui dis une semaine, là c'est jusqu'à la mort ensemble et la semaine d'après, non, je non. me sens plus trop là. Pas jusqu'à la mort, c'est en mode. Ouais, non, bah là on est bien. Et Ok. puis si elle commence à te faire chier tous les jours, tu dis, bah ouais, là on est factuellement pas bien. Ouais. Mais c'est fine, c'est la vie. Mais actuellement, c'est pas la relation de dingue pour laquelle j'ai envie d'investir toute ma vie, tu vois. Ok. Et 2 semaines plus tard, tu peux te dire, ouais, bah en fait là, les trucs ont changé. Et peut-être aussi que toi, tu es dans un moment où tu as plus de stress au travail, donc tu donnes moins. Et donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé. À un moment, je suis devenu obsédé par, quand j'ai lancé Next Full Stack, pendant une semaine et demie, je bossais tous les jours, mais comme un fou furieux. C'est-à-dire que le matin de 8h jusqu'à 3h de l'après-midi, j'étais ultra focus. Après, je rebossais, j'allais faire mon sport et je rebossais, je m'arrêtais plus. Et je donnais plus aucune attention à ma copine. Ouais. C'était en mode, je n'existe plus, tu peux m'oublier. On est là, je me lève, on est dans la même pièce, mais... Et du coup, elle commençait à m'en donner moins, elle m'embrouillait tout le temps, donc chaque fois que je la voyais, pour moi, je m'embrouillais avec elle. Ouais. Et c'était à cause de la situation qui était là. Et puis, une semaine plus tard, j'ai fini mon lancement, elle m'a embrouillé 50 fois, on a discuté. Pour moi, j'aime beaucoup m'embrouiller. Enfin, j'aime beaucoup débattre. Donc, Ok. c'est-à-dire, si toi, tu m'embrouilles avec moi, t'es mort. Ouais. C'est-à-dire que je m'arrêterai jamais. Et je peux passer 3 heures avec toi à débattre et ça m'amuse fondamentalement beaucoup, tu vois, de juger, de titiller, etc. Et le problème, c'est que les gens tiennent pas longtemps généralement. S'énervent beaucoup plus vite, tu vois. Et toi, t'es en mode, mais pourquoi tu t'énerves? Et la personne est juste en train de devenir dingue. Alors je pense que c'est parce que toi t'es pas impliqué émotionnellement. Genre, tu t'en fous un petit peu. Ouais, c'est ça. Parce que moi j'ai des fois comme toi où je débat pendant 2 heures et je vois les gens ils s'énervent et tout parce que moi j'en ai rien à foutre. Du coup je débat et moi ça me fait trop rire. Et si t'en as rien à foutre de tout, tu vois, si t'es impliqué, t'as des émotions très fortes dans pas grand chose, bah tu peux faire ça partout. Mais moi je sais qu'il y a certaines discussions sur certains sujets où tu me dis un ou deux trucs et ça y est, ça peut m'énerver, tu vois, très facilement. Et du coup je perds mes moyens et du coup je suis moins bon en débat et du coup le débat devient juste Et c'est là où la personne qui n'a pas d'acceptation, qui n'a pas d'attente, est la plus puissante. Ouais. Parce que pourquoi toi tu t'énerves? C'est parce que tu as des attentes Ouais. et que tu te rends compte que la conversation est en train d'aller dans un... Ça, c'est incroyable. C'est quand tu finis des conversations avec des gens, alors des fois, il faut être intelligent émotionnellement. C'est-à-dire que tu es là en train de faire des stratégies à te dire, mais qu'est-ce que... Tu vois, c'est un peu comme dans un jeu et tu es en mode, je dois faire en sorte, si tu as des acceptations, tu as un objectif, ok, il faut pas qu'il se passe ça. Et du coup, tu es en mode stratégique. Et si tu as des acceptations et qu'il ne se passe pas, tu vas être dégoûté. Si tu n'as pas trop d'acceptations, d'attente, et bah, tu auras moins de chances d'être impliqué émotionnellement. Mais par exemple avec ta copine, peut-être que elle, ça lui tient vraiment à cœur, tu vois, que vous voyez. Genre pour elle c'est méga important. Et toi tu étais en mode bah, ouais sur le moment je m'en fous. Et du coup quand vous allez débattre de ce sujet-là, toi tu vas le prendre en détente et elle sera tellement émotionnellement impliquée qu'elle va partir en... Et en plus là ça fait un peu un cercle vicieux où du coup toi t'impliques pas de temps dans le truc. Du coup elle est vénère dès qu'elle te voit et du coup toi dès que tu la vois c'est embrouille et du coup tu dis oh bah putain bah, je vais continuer de bosser et du coup je vais pas... Exact. Ça, c'était un peu ce qui s'est passé pendant un moment. Elle est devenue dingue. Elle se disait que c'était juste que j'avais trop de... C'était la même chose que je t'ai dit, quand je bosse trop, au bout d'un moment, j'arrive pas à faire 35 000 trucs à la Ouais. fois. Et des fois, je peux devenir obsédé sur des... Moi, j'aime bien ce mindset d'obsession. C'est en mode... c'est pour ça que j'aime bien faire des nouveaux trucs ou lancer des projets. C'est que moi, mes phases de travail, c'est vraiment obsession pendant un moment. Et après, down, question existentielle sur la vie, à faire des vidéos YouTube pour me divertir. Et après, nouveau projet, explosion de mon envie. Et donc, c'est un peu cet équilibre-là qui me... C'est la même chose avec les relations. Quand j'ai commencé la relation avec elle, c'était en mode j'ai arrêté de travailler pendant 2 semaines. Ouais. Après, je suis en mode bon, faut quand même que je bosse, parce que ça me fait chier. Après, je bosse pendant 2 semaines. Après, je suis en mode bon, bah, ok, là, on peut balance pendant 2 semaines. Et maintenant, rebosser pendant 2 semaines. Putain, ça va être épuisant d'être avec toi frérot en couple parce que tout le monde n'est pas comme ça, tu vois. Moi je suis comme ça aussi, genre obsession sur un truc, mais vraiment je ne pense qu'à ça, c'est-à-dire que tout le reste devient insignifiant complet. Ah, puis moi, pendant les repas, je lui parlais que de ça. Ça, quand on se voyait, il y avait et bam, et j'ai fait ça, et il faut que je fasse ça. Ah, mais oui, et puis, je dois aller faire ça. Ouais. J'avais ça aussi avec mon ex.
plus avec. Donc, Non, mais après, on a un âge, moi je crois pas, et c'est ce que c'est ce que je lui ai pas dit, mais c'est ce que je pense, parce qu'elle accepterait pas, mais c'est en mode, obviously, à 23 ans, il y a peu de chances qu'à 30 ans on soit ensemble, enfin. Ouais. Mais quand tu dis ça, en fait, dans sa philosophie, c'est que ça sert à rien d'être avec quelqu'un si cette personne se dit qu'il y a une fin. Mais en fait, il y a une fin dans tout, tu vas mourir, donc peut-être que demain je vais me réveiller, tu auras fait un accident de scooter, je vais être tout seul, tu seras à l'hôpital, puis tu vas crever à l'hôpital, et puis il faudra bien que je fasse un truc. Non, puis peut-être que moi je vais crever demain et que je vais faire un accident de scooter et je vais finir à l'hôpital, Ok. et que je vais pas survivre, donc il y aura une fin dans tout, dans tous les cas. Attention à pas trop en parler parce que tu vas commencer à. Comment t'as appelé toi le truc là? C'est le. À tirer. Ouais, la loi d'attraction. T'es en train de déclencher la loi d'attraction de. Non, parce qu'il faut croire. Oui. En fait, tu peux parler tout ce que Oui. tu veux, mais il faut y croire fondamentalement. Moi, je crois fondamentalement, par exemple, quand je conduis, que je suis protégé par Dieu. Enfin, qu'il y a... En fait, que je suis tellement un Dieu vivant de la conduite. Attention, ça a ses limites cette technique, à mon avis. Non, ça a des n'a limites. aucune limite. Je suis tellement convaincu que tout est génial et que je suis un conducteur. Et quand je conduis, j'ai l'impression de... Moi, j'ai l'impression d'être 5 secondes en avance. Ça veut dire que quand je vois le scooter, pour moi, je sais déjà qu'il arrive, tu vois. Enfin, des fois, je tape des scooters, des fois, je rentre dans des scooters, mais ça, c'est quand il y a des latences à inverser. Et du coup, je crois tellement en ça que je peux pas faire d'accident, tu vois, factuellement. Bon, je suis pas sûr de ce conseil, mais bon. Non, mais c'est très dur à appliquer chez vous parce qu'il faut vraiment croire en vous. Et il faut pas prendre de substances parce que les substances, alcool et cannabis, ou tout ce que tu veux, te font croire que tu es comme ça alors que c'est pas le cas. Alors que si tu crois à ce point-là en toi, quand tu n'es pas sous substance, Ouais. pour moi à Bali, il n'y a personne qui fait des accidents sans avoir bu d'alcool. Moi, la théorie in fine, c'est que quelqu'un qui doute sur la route est un danger. Et ouais, sur le sujet des filles avant, parce qu'on est parti sur les indos et tout, très peu de filles western conduire. Les filles sont constamment derrière un gars. Non, moi j'en vois beaucoup quand même. Ah ouais? Mais Soit celle derrière qui... un Gojek, soit derrière un mec européen. Alors quand tu vois une meuf devant un mec européen, là, moi je me pose des questions. Ah. Généralement, elles vont très doucement parce que c'est super dur, parce qu'elles ont un gars super lourd derrière Ouais. elles. Déjà, physiquement, c'est pas un bon calcul. Ouais. Et c'est pas un bon calcul tout court. Mais après, c'est le problème des féministes, etc., c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre les probabilités et les statistiques, tu vois. Enfin, Oui. statistiquement, les mecs sont des plus gros psychopathes parce qu'on est sur un spectre plus grand. C'est comme ça, ça a été prouvé. Alors, tu Et parles donc- de filles ou d'autres choses? Mais de tout, il va y avoir plus de mecs dans des extrêmes psychopathes, narcotiques, tout ce que tu veux, Ouais. plus de mecs extrêmement grands, plus de mecs extrêmement petits, parce qu'on a plus d'extrêmes, alors que les femmes ont tendance à être plus dans la moyenne et à plus tous avoir pas ces extrêmes. Et donc, c'est pour ça, T'as une explication toi pour ça ou... c'est génétique, je crois, hein, il n'y a pas d'explication. Après, il doit y avoir un truc de l'évolution. Ouais. Alors moi, je sais plus, je pense que c'est Delavier qui avait dit ça, il me semble. C'est un gars qui adore la muscu et qui parle beaucoup de psychologie évolutionniste. Et du coup, il avait dit que grosso modo, dans l'évolution, les femmes qui étaient différentes, elles se faisaient exclure de la tribu et du coup, elles survivaient pas, grosso modo. Hein. Une femme qui est extrême, les hommes, ils en voulaient pas et du coup, elle se faisait gicler, dégager. Et un homme qui était extrême, ça permettait de la survie de la tribu, un truc comme ça. Et du coup, petit à petit, au fur et à mesure des années, les femmes extrêmes, elles ont été supprimées, elles n'ont pas été sauvegardées. Les hommes extrêmes, ils ont été gardés parce que c'est eux qui permettaient la survie, un bail comme ça. Peut-être l'évolution aussi, parce qu'il faut des extrêmes pour évoluer. Ouais, c'est ça. Mais Et après, un homme qui a des gènes extrêmes qui survit, qui fait un enfant femme, elle va sûrement avoir des gènes plus extrêmes. Ah, et il y a un truc aussi, c'est les gars extrêmes, ils arrivent plus facilement à coucher avec plein de femmes. Et du coup, leur. Ça dépend parce que les gars extrêmes, t'as dans les deux sens. C'est-à-dire que tu auras plus de gars extrêmement timides, autistes, avec des maladies mentales, etc., dans le côté négatif, que dans le côté positif.
Ouais, c'est vrai. Bon, C'est que t'as les deux, t'as des gens, les mecs auront tendance à avoir des plus grandes différences de taille. Les femmes font en général, si tu fais la moyenne de 100 femmes au hasard, non, si tu regardes le alpha de 100 femmes au hasard, il sera plus petit que l'alpha de 100 mecs au hasard. Il y aura le plus petit, la plus petite personne, ça a une chance que ce soit un homme qui soit très petit et un homme qui soit très très grand. Non, t'as raison. Je sens que je vais sur un terrain que je maîtrise pas là, donc. Non, bah, alors moi, c'est des études. Et c'est ça le problème, c'est que les gens, ils acceptent pas les études. Mais donc, à ce moment-là, quand tu acceptes pas les... Moi, c'est aussi ça qui m'énerve beaucoup sur ces dramas et tout ça. C'est que moi, je suis un gars qui aime bien les faits. Où j'aime bien... c'est toujours par rapport entre les opinions et les faits. Hier, il y a une vidéo qui a été faite par Graphicart, je sais pas si tu as vu, il dit j'aime pas Next.js, et moi j'ai fait une vidéo le lendemain à 8h. Pourquoi j'aime Next.js, je réacte à sa vidéo. Et il partage beaucoup d'opinions, et dans ma vidéo je dis c'est des opinions, je peux pas contredire son opinion, c'est mathématiquement pas possible. Une opinion est personnelle, il a le droit de penser tout ce qu'il veut. Par contre les faits, c'est ça. La raison pourquoi ça a été fait, c'est ça. Et moi je t'explique les faits. Et ensuite je peux te donner mon opinion sur les faits, qui est personnelle. Mais je vais pas pouvoir te dire que son opinion est fausse. Et personne peut dire que mon opinion est fausse, parce que c'est le concept même. Et après, c'est de définir qu'est-ce que les faits. Parce que si tu regardes des chiffres, des fois les chiffres ou l'histoire, les faits sont remis en cause. Et donc là, après, tu crées des opinions sur des faux faits. Mais moi, je m'intéresse aux faits et pas aux opinions. Et les gens sur Internet sont obsédés par les opinions des gens. Machin a fait ça et c'est pas bien. Ouais, mais est-ce que machin a vraiment fait ça? Non, parce qu'il n'y a personne qui a dit qu'il est... Enfin, tu l'as sorti d'où ton info, quoi? Enfin, j'aimerais bien savoir, c'est ton opinion. Si c'est ton opinion, à ce moment-là, j'ai pas besoin de le prendre en compte et je vais pas me justifier sur une opinion d'un gars. Alors là, je pense que c'est ton caractère un petit peu autistique qui revient, parce que du coup, les gens sont de nature beaucoup plus émotionnelle, et donc l'opinion, c'est des émotions, c'est un avis, c'est quelque chose auquel tu peux raisonner. Là où toi, t'aimes bien les faits et les choses pragmatiques où il y a beaucoup moins d'émotions, on retire toute cette couche et du coup ça va résonner avec beaucoup moins de gens. Les gens sont intéressés par « Oh lui il a dit ça sur ça », tu vois. Mais bien sûr, parce que les gens sont débiles. On va pas mettre ça, on va pas mettre ça. Là c'est la chaîne Bienveillance Max. Non, les gens qui sont intégrés par les opinions veulent juste pas faire l'effort intellectuel de chercher les faits. Parce que ça demande plus de travail. Et moi aussi des fois j'ai la flemme quand je regarde des news sur Trump et Elon Musk. C'est beaucoup plus drôle d'écouter les conneries qu'Elon Musk dit que d'aller chercher en quoi Elon Musk dit que des conneries toute la journée. Ce serait super chiant. Tu dois littéralement... Tout est faux. La baseline, c'est que tu ne peux rien croire. Mais c'est beaucoup plus divertissant quand je vais sur le compte d'Elon Musk, et moi aussi je suis un débile, qui vais sur le compte d'Elon Musk et qui me dit « Ah ouais, c'est vrai que ces manifestations ont sûrement été financées par l'État profond américain. Ça me paraît probable. » Et t'es super satisfait de croire ça, et tu sors de ton ordi et t'as beaucoup d'émotions positives, tu vois. Alors que si tu cherches, il n'y a aucun fait, et le mec se base sur rien pour dire ça, et après t'as 25 vidéos YouTube qui t'expliquent en quoi c'est faux. Donc c'est pour ça que je comprends le truc. Après quand ça te fait sur toi, et bah généralement tu réagis pas à la même chose, tu vois aussi. Enfin, c'est quand t'es le mec qui se fait accuser de viol alors que t'as pas fait de viol, et bah t'es en mode ouais bah j'aimerais bien savoir en quoi c'est fait. Ouais. Mais quand t'es le mec derrière son écran qui voit ça, tu te dis bah bien sûr que le mec a violé. Ouais. C'est beaucoup plus drôle de se dire que c'est un enculé qui a violé machin que de chercher est-ce qu'il a même couché avec. En plus il y en a plein qui du coup vont le détester, qui vont par défaut valider le truc parce que ça leur va bien. Ouais, ça c'est génial, ouais. Mais ça c'est un super effet, c'est que les gens qui te détestent, ils croient tout ce qui est mal. Ouais. Et tout ce qui est bien ne peut pas être vrai. Donc un gars qui fait une bonne review d'une formation, c'est un mongol qui avait rien compris, qui a sûrement pas suivi le cours et qui s'est fait payer. Mais un gars sur Twitter qui te fait une mauvaise review, ça devient la norme. Et tout le monde devrait croire ce gars-là. Et c'est vraiment un biais, c'est un biais fabuleux. C'est un biais cognitif, je sais pas comment il s'appelle. Mais dès que tu as une pensée, tout vient confirmer ta pensée. Et tu vois pas tous les indices qui viennent contre-confirmer, aller à l'encontre de ton truc. Ouais, bah, c'est un peu ça avec mes formations. Je suis en mode... In fine, mais ça c'est assez... Donc moi, le mec qui m'avait le plus fait chier, il me dit
Ouais, de toute façon, Melvin, il n'y a personne qui se plaint de ses cours. Enfin non, Melvin va te dire qu'il rembourse les gens, etc. Mais il sait très bien que personne ne se fait rembourser. Au bout d'un moment, si les gars, je vous dis, vous pouvez vous faire rembourser quand vous voulez, et que le gars demande pas le remboursement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le rembourse par défaut? C'est-à-dire que j'arrive et que je me dis, bah en fait, je sais que le mec, il va pas suivre. De toute façon, c'est un branleur. Autant que je le rembourse dès qu'il paye. Je lui laisse l'accès 2 jours. S'il s'est pas connecté, je le rembourse automatiquement. Je lui envoie un mail. Tu t'es pas connecté au bout de 2 jours, on va bien te faire foutre. C'est comme si tu commandes une télé et que le gars 2 jours plus tard, il vient récupérer ta télé, il donne ton argent, il dit non mais tu sais quoi, tu l'as pas encore installé. C'est mieux si je... Mais frérot, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, tu vois? Et les mecs sont dans une folie de se dire. Et il a raison, in fine, de se dire, bien sûr que tu proposes le remboursement parce que tu sais que ton produit est assez bien et que les gens vont pas se faire rembourser. Sinon, si tu sais que tout le monde se fait rembourser, bon, il faudrait mieux que tu arrêtes de vendre ton produit. Ouais. Parce que là, du coup, tu vas être dans la merde. Mais si tu sais que ton produit est bon, et ben, tu sais que tu peux proposer un remboursement parce que c'est bien pour la psychologie humaine. Et il y a 12 000 études qui prouvent qu'on aime bien. Et moi aussi, j'adore acheter un truc et me dire que je peux me faire rembourser. C'est un plaisir immense. C'est satisfaisant, tu vois, t'achètes ton truc et tu te dis ah c'est bon, je peux me faire rembourser, j'ai pas perdu cet argent. Et c'est comme les free trials que j'oublie tout le temps et que je viens contacter le support pour dire que c'est des enculés. Donc moi souvent je prends des free trials et il y a des SaaS qui t'envoient 3 mails ou 2 mails pour te prévenir qu'ils vont te débiter. Ouais. Et il y a des SaaS rien. Et quand je me fais débiter d'un gars, je démonte leur support et je suis en mode mais vous êtes des fous furieux, pourquoi j'ai pas reçu de mail qui me propose d'annuler mon abonnement, tu vois? Et ils te remboursent après? Ouais. Ouais, souvent ils veulent pas d'embrouille, du coup ils sont. Ouais. Bah surtout que t'as jamais. Souvent, moi, je me suis connecté un jour sur le produit, je suis Ouais. plus jamais allé dessus pendant 2 semaines et je me fais débiter. Et je leur dis, ouais, les gars, je me serais bien désabonné, mais en fait, j'ai même pas eu la notification. Moi, ce que j'aime bien, c'est Adobe Podcast. Adobe Podcast, je m'abonne, j'ai 30 jours gratuits et derrière, ils m'envoient 3 mails. J'annule l'abonnement et après, je me rabonne avec 30 jours gratuits et je fais ça tout le temps. Tu vois, ils sont assez flexibles. Ouais. Ça, c'est des bons gars. Et Adobe Podcast, c'est vraiment des génies parce que si tu demandes le remboursement dans les 7 jours après avoir été débité pour la première fois, ils te remboursent automatiquement. Non, si tu annules ton abonnement dans les 7 jours après avoir eu le premier prélèvement, ils te remboursent automatiquement. C'est vraiment user expérience de fou, quoi. Bah, ils pré-shot le gars qui a pas vu son abonnement passer, Ouais. qui demande. Après, si t'as utilisé l'outil comme un bâtard, c'est pas cool. Mais souvent, j'ai pas utilisé comme un bâtard. Oui, je pense que c'est vraiment une minorité qui vont penser à ça, à se faire rembourser. Comme toi, aller dans le support et à. Non, mais c'est que quand je me fais débiter, bah, tu vois le paiement passer et tu te dis, bah, c'est con. Bah ouais. Bon, in fine, les gars qui veulent se faire rembourser, ils se font rembourser. Et les gars satisfaits, ils sont satisfaits. Donc voilà. Ça c'est bien, c'est beau boulot. Ok. Alors une autre question, et on a d'autres vidéos à faire, donc après on va... Là on est sur la deuxième question. Donc, réussite. Parce qu'on peut estimer que le lynx a réussi, Villa Bali, argent, copine, réussite, déception ou bonheur. Déception au bonheur d'avoir réussi. Ouais. Bon, bah, comme tu as dit au début de la vidéo, je suis quand même jeune et j'espère que j'ai pas encore réussi. Parce que tu te dis, si je serais super heureux de ce que j'ai fait, je me ferais vachement chier. Alors je vais modifier. Réussite, l'image qu'on a en tête, je pense que, admettons, tu dis, ok, je gagne plus de 10 000, j'ai une copine, tout se passe bien, je suis à Bali, j'ai une belle villa. Normalement, dans la tête des gens, c'est réussir, pour 99% de la population. Il y a les 1% comme nous qui sont des entrepreneurs qui sont insatisfaits constants, mais pour la plupart des gens, c'est mec, GG, genre. Non, bah, écoute, vivre à Bali, toi, tu as fait l'expérience. Alors, je t'invite à, la prochaine fois que tu pars, essayer de partir plus d'un mois pour voir qu'est-ce que c'est de vivre à un endroit. Moins d'un mois, moi, j'ai toujours pas aimé les endroits. La première fois que je suis arrivé à Bali, pendant un mois, j'ai détesté. Ok. Un mois, c'était horrible. Tout me saoulait. Je me suis dit, c'était Mongols, ils comprenaient rien, il y a des scammers partout, c'est trop cher. Je trouvais que c'était trop cher. Je venais de la Thaïlande. Ouais. Mais bref. Vivre dans un endroit, s'expatrier de la France, etc. Et avoir une copine étrangère, donc qui n'a pas ta culture, et faire un business tout seul, etc. C'est de la réussite. Mais derrière, c'est un mode de vie que peu de personnes voudraient, en étant honnête. Dans le sens où tous les jours, tu as un enculé qui va dans son bureau pour bosser tout seul pendant 6 heures. Ensuite, tu sors
pour aller dans ta salle de sport à la con et ensuite tu vas au sauna, discuter avec des gens qui vont aussi dans le sauna. Et tu fais ça tous les jours, tu as beaucoup moins d'interactions sociales, tu fais pas forcément plus des trucs, etc. Et avoir des relations, c'est pas facile. Parce que quand tu es avec une étrangère, tu as plein de malus par rapport à être avec une Française, parce qu'elle comprend pas ce que tu dis, elle peut moins parler à ta famille, elle comprend pas la politique de ton pays, elle comprend pas tout ça, et donc en fait tu as beaucoup plus de travail, etc. Même si c'est marrant dans un autre sens. Et finalement, vivre à l'étranger, c'est aussi être malade plus souvent, parce que notre corps, on est trop faible en Europe, on a des corps de victimes avec aucun anticorps pour les pays asiatiques et tout ça, donc on crève comme des... on se fait démonter comme des cons avec tous les putains de virus qui peuvent passer ici. Faire des potes, c'est plus compliqué parce qu'il y a plein de gens qui viennent, qui restent 1 mois, 2 mois et qui partent, même si c'est plus simple et plus compliqué à la fois. Il faut réussir à maintenir tout ça, à revoir les gens. Ça demande aussi un travail qui est plus compliqué que quand tu as tes collègues, que tu as ta meuf qui est stable, etc. etc. Donc il y a ces deux côtés-là. Après, moi, je suis une personne qui matche pas mal avec ce mode de vie, qui suis pas très famille, qui suis fine de voir ma mère et mon père moins d'1 fois par année, suivant comment, 1 fois tous les 2 ans, et qui matchait plus trop avec mes potes en Europe, etc., etc. Donc moi, ça me convient, mais la réussite qu'on nous montre sur Internet, plus je vois plein de gens qui ne sont pas aptes à vivre ce genre de vie à cause de tous ces trucs qui ne sont pas du tout habituels à une vie normale dans l'attente de la majorité des gens et de ce qu'ils cherchent, quoi. Ok. Donc tu dirais que pour toi, ça te va bien. Tu as trouvé ta place dans le monde. On peut dire ça. Mais que pour la plupart des gens, peut-être qu'en vrai, c'est un espèce de rêve qu'ils ont en tête. Plein d'attentes, plein de trucs. Mais en fait, quand tu arrives sur place, c'est juste que tu échanges des problèmes contre des nouveaux problèmes, des avantages contre des nouveaux avantages. Non, bah, moi je suis convaincu qu'avoir de l'argent, faire un business, vivre à l'étranger, c'est faire 10x sur tes problèmes. Un gars qui gagne 10 000 balles par mois aura beaucoup plus de problèmes qu'un gars qui en gagne 2000. Ouais. En fait, il aura pas beaucoup. Tout le monde a des problèmes, mais les problèmes vont être beaucoup plus durs à résoudre. Parce que t'as pas l'État, parce que tu dois gérer ta fiscalité toi-même, tu dois gérer ta villa, tu dois gérer tes problèmes, il n'y a rien qui est simple. Tout est un problème, quoi. Et puis quand tu es à l'étranger, il faut gérer les visas, il faut gérer parler avec les gens, il faut gérer quand tu vas à l'hôpital, quand tu as des problèmes. Tout est différent, tu comprends rien, les gens ils ont d'autres tensions. Donc oui, tu as beaucoup plus de problèmes et c'est une vie. Et puis les potes aussi, c'est un sacré sujet, quoi. Les gens qui partent. Hey. Des potes à l'étranger, c'est pas facile. Faut réussir à recréer la relation, à les revoir, à avoir des gens qui partent pas, qui voyagent pas. Mais toi aussi, tu veux voyager. Peut-être que toi, tu passes pas toute ton année à Bali. Si tu décides d'être un connard qui vit dans 2-3 pays en même temps, bah, chaque pays a des gens différents. Puis derrière, tu les vois pas pendant 6 mois, mais pendant 6 mois, ils sont peut-être partis. Donc en fait, tout ça scale ton niveau de difficulté de vie à un point que les gens s'en rendent pas compte. Parce que mes potes en Suisse, mon ancien groupe de potes, parce que ça peut toujours être mon groupe de potes, mais je suis plus en Suisse, donc c'est compliqué de dire que c'est mon groupe de potes. Ouais. Les mecs et les filles de ce groupe, c'est un groupe WhatsApp, les gars ils sont 12, ça fait 8 ans. Les mêmes. Et ils parlent toujours et tout. Et ils parlent toujours, ils sont toujours là à se voir, ils font toujours les mêmes trucs. Bah c'est super, ils ont une super amitié qui reste, ils se connaissent tous par cœur, etc. Et t'es encore dans le groupe ? Oui. Ouais, j'ai trop de nostalgie pour quitter le groupe. Mais je parle pas... Personne n'a osé te virer encore. Personne n'a osé me virer. Non, mais je te jure, c'est assez formidable. Mais après, quand je retourne en Suisse, des fois, je les ai vus et j'ai utilisé ce groupe pour aller les voir, tu vois. Mais c'est vrai que c'est chiant parce qu'ils sont dans mon dossier archivé. Et du coup, des fois, j'ai des notifs et j'ai envie d'aller voir et c'est le groupe que je suis pas là, quoi. Mais, in fine, voilà. Donc ça, c'est la vision un petit peu par rapport à... Et j'ai vu d'ailleurs une vidéo qui parlait de ça très bien et c'est vrai que c'est un rêve pour beaucoup, mais il faut bien se rendre compte que ça ne correspond pas à tout le monde. In fine, le business aussi, parce que avoir la liberté de faire ce que tu veux, c'est encore une fois avoir beaucoup plus de problèmes. Parce que quand tu te lèves le matin et que si je veux, pendant 2 semaines, comme je l'ai fait, eh ben, je peux décider d'aller accoster des filles. En fait, il n'y a rien qui change dans ma vie,
À part que je gagnerais sûrement moins parce que je pourrais pas. Enfin, sur le coup, je gagnerais pas moins, mais dans les prochains mois, je verrai la différence. Mais in fine, tous les jours, tu as le choix. Tous les jours, tu te lèves, tu as le choix. Quand tu bosses dans un CDI ou tout ce que tu veux, tous les jours, tu te lèves, tu n'as pas le choix. Et avoir le choix, c'est finalement la pire chose qu'on peut avoir, suivant comment. Et quand tu n'as pas le choix d'aller bosser et de faire ton truc tout simple, bah, la vie est beaucoup plus simple. Ok. Donc tu prêcherais le retour d'une dictature en France, c'est ça que tu es en train de dire? Moi, je pense que les dictatures sont super. Bon, j'aurais pas dû te lancer sur cette blague parce que. Comme à Dubaï, en Indonésie, c'est une démocratie bancale. Ok. Et ça va bien. Ok. Donc ouais, en fait, on revient sur le truc de t'as un sac à dos, t'as des problèmes, c'est juste que toi t'as des problèmes qui sont différents des autres et qu'en fait, il faut choisir ces bons problèmes. Non, moi, ça va parce que je kiffe cet aspect de... Parce que je suis un geek qui aime bien faire mes trucs et qui arrive à avoir mon équilibre, mais je me rends bien compte quand je discute avec ma famille que même s'ils savent combien je gagne, même si, etc., ils se disent mais quelle vie de l'enfer, quoi. Ah ouais? Ils se disent mais putain, tout. Déjà juste voir les haters que j'ai, les mecs et toute ma famille sont tétanisés sur le concept, tu vois. Je leur dis ouais, Michel il m'a fait chier, il a fait 100 000 vues sur Twitter. Le plus gros youtubeur français a fait 100 000 vues en me trash talkant. Ouais. Les mecs ils voient ça, ils s'effondrent comme des flags. Et tout le monde s'effondrait comme des flags, c'est super dur, t'as plein de problèmes. Faire un lancement, faire du marketing, devoir voir que quand t'es dans une entreprise, t'échoues jamais. Au pire, t'as un boss qui te dit t'as fait un travail à la con. Bon bah tu trouves un nouveau travail, tu t'en bats les couilles. Quand t'as ton propre business, tous tes échecs c'est de ta faute. Et toute ta vie est de ta faute. En fait, c'est aussi ça. L'avantage en Europe, c'est que tu délègues pas mal de tes problèmes. Assurance santé, chômage, si t'as pas de travail, c'est pas de ta faute. Si on t'a viré, tu peux faire un prud'homme. Bah, quand tu fais du business, si t'échoues, t'échoues. C'est ta faute. Il n'y a personne à blâmer. Et même si tu veux blâmer le mec qui a fait une vidéo YouTube sur toi, c'est un mensonge. C'est toujours de ta faute. Ok, intéressant. Bah moi justement, je pense qu'on finira là-dessus. J'ai eu trop de rêves en mode ok ça va être trop bien quand je serai riche, etc., quand j'aurai une vie trop stylée et tout, et du coup j'ai full tryhard, genre j'ai sacrifié mais comme un enculé, tu vois, genre ma vie pue la merde pendant très longtemps, et bon à 21 ans genre, j'ai eu la situation que j'avais en rêve depuis le début et j'étais en mode c'est pas beaucoup mieux en vrai, c'est à peu près pareil, genre c'est juste différent, et j'étais en mode bah c'est ok mais je suis pas beaucoup plus heureux, et du coup là, ce que je travaille en ce moment, c'est du coup plutôt la paix intérieure, le bien-être intérieur, et c'est de là que vient le bonheur plutôt que par le monde extérieur. Mais il faut aussi savoir trouver sa place dans le monde extérieur. Et toi, tu as l'air d'avoir trouvé ta place. Ouais, merci. Non, moi j'aime bien Bali, hein. Je me sens pas mal bien ici. Tu verras que tu comprendras. Paddle ce soir. Let's go. Bah les gars, abonnez-vous. Merci à tous. Faites attention à tout ce que j'ai dit pour les personnes qui ont écouté jusqu'ici. C'était des opinions. C'était une discussion comme s'il n'y avait pas de caméra finalement. Donc, c'est des opinions semi-personnelles de Melvin de maintenant. Le Melvin de demain sera différent. Et le Melvin d'hier n'avait pas les mêmes opinions sur les sujets. Je suis quelqu'un de très flexible, comme l'eau. Magnifique, on finit là-dessus les gars, abonnez-vous, likez et puis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.